bien pour la parole m'accorder. Pour compléter d'abord ce que le CB vient de présenter, j'aimerais donner un petit état des lieux pour ce qui est de la province du Lualaba pour qu'on puisse avoir une photo. Pour la province du Lualaba, jusqu'en février 2026, 30 entreprises minières avaient déjà leur cahier de charges signé, instruit et approuvé. Et parmi ces 30 entreprises minières, il y avait 6 entreprises qui avaient déjà renouvelé leur cahier de charges pour le deuxième cycle. Le budget cumulé pour toutes ces entreprises atteint 176 millions de dollars, alors que les projets financés dans l'ensemble concernent principalement les infrastructures communautaires, l'accès à l'eau, à l'éducation, à la santé et le soutien aux activités génératrices de revenus, traduisant la volonté de relier l'exploitation minière au progrès social. Avec ce nombre de cahiers de charges qui ont été signés dans les 2 provinces et dans l'ensemble du pays, les centres Carter travaillent sur l'accompagnement des organisations de la société civile et des communautés dans ces processus et nous avons relevé plusieurs défis. Pour parler des défis, je vais y aller par étapes ou phases du processus, selon qu'il s'agit du processus de la phase de négociation, d'élaboration, d'instruction, d'exécution et le suivi et contrôle du cahier des charges. Plusieurs défis ont été relevés jusqu'à ce jour. En tout cas, je vais essayer de déterminer le plus important parce qu'on a beaucoup de défis. Je vais directement commencer par les défis qu'on a identifiés dans le processus de négociation des cahiers de charges. Ici, on a constaté qu'il y avait la détermination de la population impactée qui était souvent mal définie entre population primaire et secondaire. Et ce qui a fait à ce que certaines communautés, malgré qu'ils sont impactés par les entreprises, ils étaient souvent oubliés et pour ne pas être considérés lors de la détermination de l'espace géographique. L'autre défi, c'est l'engagement limité de nombreux opérateurs miniers qui ne respectent pas les exigences et les bonnes pratiques de la RSE. Comme le CB est en train de le dire, beaucoup d'entreprises n'ont pas encore pris cet engagement de négocier, de lancer le processus de négociation de leur cahier de charges. Si vous pouvez scanner les codes QR que vous avez sur la table, il y a le livre blanc qui a été publié par les centres Carter, où on a constaté que sur plus de 400 cahiers de charges attendus jusqu'en 2024, seuls 71 cahiers de charges étaient signés. Et parmi eux, à peine 7% étaient réellement en cours d'exécution. Et le budget qui était affecté à ces cahiers de charges était généralement faible, souvent moins de 1% du chiffre d'affaires des entreprises, alors qu'elles réalisent beaucoup de revenus, des profits. À part ça, il y avait l'absence de la directive fixant un seuil minimal du budget du cahier des charges qui a entraîné des budgets généralement faibles. Il s'est fait que le législateur n'a pas déterminé les seuils de calcul du budget du cahier des charges et ça fait à ce que les entreprises déterminent à leur volonté le budget du cahier des charges, ce qui fait à ce que la plupart des cahiers des charges ont des budgets qui sont généralement faibles. L'autre défi que nous avons constaté dans ces processus de négociation, c'était le déséquilibre des pouvoirs de négociation entre les communautés, les faibles communautés, face aux experts des entreprises qui sont bien outillés, ce qui fragilise les droits des communautés au consentement libre, préalable et éclairé. Parmi les défis, nous pouvons aussi souligner l'impréparation des parties prenantes au processus des cahiers de charges, que ce soit les entreprises, certaines entreprises qui ont fait des confusions entre les 3 leviers au début, ils ont hésité de se lancer, les communautés qui n'étaient pas informées parce que les causes minières n'étaient pas vulgarisées, et les organisations de la société civile spécialisées en RSE qui étaient censées accompagner les communautés, c'était leur premier pas. On a trouvé qu'il y avait des tâtonnements et chacun accompagnait le processus de sa manière. Il y avait aussi la faible capacité technique, ça j'ai déjà dit, de certaines organisations, ainsi que l'absence de critères clairs pour la désignation des membres des communautés au sein des comités locaux de développement. Il s'est fait que pour négocier les cahiers de charges, il y a les comités locaux de développement qui représentent les communautés, les membres qui sont élus sans critères précis, on les amène pour les affronter à l'entreprise. Ça fait assez qu'ils étaient en tout cas faibles parce qu'il y avait des critères, il n'y avait pas de critères clairs pour leur désignation. On a trouvé aussi dans ces processus de négociation qu'il y avait l'ingérence des autorités coutumières et politico-administratives pour ce qui est des processus de négociation.
On a trouvé même certaines autorités qui ont imposé des projets, construisaient la maison du chef, faites ceci ou cela, au lieu de prendre les projets qui venaient directement des communautés. On a trouvé aussi que certaines organisations de la société civile spécialisées en RSE étaient beaucoup plus concentrées en ville, alors que dans le milieu rural, les communautés étaient abandonnées à leur triste sort. Ça, c'est en général les quelques défis que j'ai ramassés sur le processus de négociation. En fait, je reviens d'abord par rapport au cahier de charges, qui était le sujet tout à l'heure. Je remercie la société civile pour les efforts fournis, qu'on se le dise. La communauté, c'est vraiment les marchepieds des autorités. Nous n'avons jamais été considérés, ni été les démarches de la société civile pour que nous puissions en arriver au point où on commence à parler des communautés, même au niveau de la présidence. Alors nous voulons vraiment vous manifester ici notre reconnaissance. Vous avez fait beaucoup, mais beaucoup reste encore à faire. Par rapport au cahier des charges, je vais juste ramasser quelque chose là-dessus. La communauté peine à connaître même ce que c'est le cahier des charges. C'est ainsi qu'il y a toutes ces difficultés-là. Donc les gens ne connaissent pas à fond le cahier des charges. Toutes ces dispositions ont été faites sans tenir compte de, la compétence des gens, de leur motivation. Ça, c'est très capital. Je sais que dans les lois là-bas, il y a eu quelque chose pour permettre aux membres des CLD de respirer tant soit peu. Donc, ils ont un peu de fonctionnement et consorts. Mais dans les autres ETD, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas de motivation. Alors, si quelqu'un doit abandonner son travail, aller pour un travail, pour un dossier, demain, après-demain, une semaine après, ne vous en faites pas, il ne va pas continuer. Si on parle de cahier de charges qui n'évolue pas, parce que c'est un droit au fait, et un droit ne doit que quand il est réclamé. Quand on ne le réclame pas, rien n'ira. Donc la communauté n'a pas de moyens pour réclamer, c'est-à-dire pour les dispositions légales qui permettent à la communauté d'assigner par exemple la société en justice au cas où la société n'a pas exécuté cet engagement-là. Parce qu'une fois l'engagement, l'acte déjà signé, comme nous parlons de cahier de charges, ça devient, quand ce n'est pas exécuté, c'est un conflit qui s'installe. C'est une dette. L'entreprise devrait payer. Mais l'entreprise ne s'exécute pas. Et quand la communauté, une personne se lèvera, qui reste au moins courageux, ou qui reste motivé, qui ira pour pouvoir réclamer, il ira avec quelle disposition légale? Rien. Le cahier des charges, pour ne parler que de ma communauté, de notre ETD, le cahier des charges, après déjà 4 ans de signature, nous sommes à 0,01, je dirais, de réalisation. Donc, sur un montant suffisamment élevé, nous avons 2 bornes fontaines forêt. Ça représente quoi sur les écoles et toutes ces choses qui devraient être réalisées? Il n'y a que 2 bornes fontaines. Alors, si je peux ramasser l'autre pilier, c'est la redevance minière. Oh, c'est encore pire ça. C'est encore pire. C'est comme vous prenez un homme fort, vous donnez un enfant pour le nourrir, il fait la bouillie. Et c'est d'abord la personne qui mange la bouillie au nom de l'enfant. Jusqu'à tout terminer, je vous assure. Je parie avec quiconque, essayez de voir les gens des communautés, demandez-leur qu'est-ce que la redevance a fait dans leur communauté. C'est à peine qu'on peut nous le dire. Donc c'est confondu, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Quand on nous dit même clairement par les autorités, la redevance est une taxe comme toutes les autres taxes. Donc on va l'utiliser comme on veut. Alors c'est nous qui avons suivi les actions de l'entreprise ou qui avons suivi les impacts de l'entreprise. Mais quand la taxe arrive, le bourgmestre ou le chef de l'entité, il dit bon, parce qu'il est venu de tel village, il dit non, dans mon village là-bas, il n'y a pas telle chose. Hein. Bon, on va d'abord faire là-bas. Vous n'avez rien à lui dire. Hein. C'est la taxe. Hein. Vous n'avez que les yeux pour observer. Je chute maintenant par la question me posée par rapport à la dotation. Là, je dirais encore, c'est encore plus grave. La dotation, j'ai comme impression, je le dis bien, j'ai comme impression que
on a dit à quelqu'un, bon voilà, c'est toi qui vas t'occuper de tel malade. Quelqu'un qui est malade, lui doit s'occuper du malade. Mais vous dites au malade, comme vous êtes malade là, si vous avez besoin de manger, venez me voir dans mon bureau. Et si le malade ne sait pas manger, qu'est-ce que ça signifie? La dotation, oui, c'est une très très bonne chose. Mais c'est très malheureux parce que vous comprendrez qu'on nous parle de la décentralisation, mais pour la dotation, il n'y a pas de décentralisation. En tout cas, quiconque est passé ou quiconque a des informations sur les dotations, vous comprendrez, il n'y a pas de décentralisation. Tout se passe à qui? Le mot que je peux mettre, c'est la question de la coordination entre les leviers. Il y a la redevance minière, il y a le cahier des charges et la dotation. Il y a un sérieux problème de coordination entre ces trois fonds. Il y a des problèmes de chevauchement de projets. Ces trois fonds ne communiquent pas. Alors, le plus grand problème, c'est la non-référence à un outil fédérateur. Quel est l'outil qui doit assurer la coordination? Tous les acteurs souhaitent que le plan de développement local, qui est en fait l'outil qui planifie le développement au niveau local, soit l'outil de coordination entre les trois leviers. Le PDL a aussi des problèmes parce qu'il n'est pas intégrateur. Vous savez, si un PDL est élaboré, il doit l'être dans une approche participative et aussi il y a une sanction politique après. Malheureusement, beaucoup de PDL n'associent pas les communautés à la démarche et que beaucoup de PDL sont en réalité la partie de la contribution de la seule ETD au développement communautaire, alors qu'il fallait prendre en compte toutes les opportunités de développement au sein de l'ETD. Donc, la plus grande proposition, c'est celle-là, que toutes les initiatives de développement au niveau communautaire se fédèrent autour du plan de développement local.